Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à l'opération Wuambushu à Mayotte, où la France a déclenché une série d'interventions policières contre la délinquance et l'immigration illégale. 1800 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a évoqué une opération au long cours, a-t-il dit. Seulement voilà, la campagne d'évacuation des bidonvilles à Mayotte a été stoppée avant même de commencer par le tribunal de Mamoudzou. Le préfet a fait appel et en début de semaine, un navire transportant des habitants expulsés a dû faire demi-tour après le refus du port d'Anjouan de le laisser accoster. Finalement, les autorités comoriennes ont autorisé que les bateaux en provenance de Mayotte accostent. Mais voilà, la compagnie maritime assurant la liaison entre Mayotte et les Comores vient d'annoncer suspendre les rotations jusqu'à nouvel ordre. La nuit dernière, des violences ont éclaté à Doujani et ce matin, la destruction d'habitats insalubres a commencé à Longoni. Mayotte est devenue le 101e département français en 2011. L'île attire des milliers de migrants arrivés sur des embarcations de fortune de l'île comorienne voisine, mais aussi d'Afrique des Grands Lacs ou encore de Madagascar. Alors, où en est l'opération Wuambushu? Est-elle nécessaire? Peut-elle aboutir? Mayotte est-il un département à part, une exception en France? Quelles sont les relations entre la France et les Comores? Et plus largement, le positionnement de la France en Afrique de l'Est, quel est-il? Et puis finalement, quelle perspective pour Mayotte? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yves Jégo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes ancien secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer. Vous étiez donc au gouvernement Fillon, on s'en souvient, et vous avez participé au projet de départementalisation de Mayotte. Merci donc d'être là ce soir. Yves Jégo, en face de vous, nous avons Estelle Youssoufa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée du Lyotte, de la première circonscription de Mayotte. Bienvenue à vous. Nous avons également en direct de Basse-Terre, en Guadeloupe, Olivier Nicolas. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national aux Outre-mer du Parti socialiste. Vous avez été d'ailleurs au ministère des Outre-mer entre 2012 et 2015, où vous vous êtes occupé de questions d'éducation à Mayotte. Nous attendons un quatrième invité, Abdelaziz Ziki Mohamed. Merci. On me signale que vous êtes là, Abdelaziz. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste et écrivain, vous êtes avec nous en direct de Mayotte, vous êtes comorien, originaire de Moélie, auteur de plusieurs ouvrages dont Impossible nation, introuvable État aux Comores et également Sociologie politique des Comores. Vous pouvez tous participer à cette émission sur les réseaux sociaux, #débat F24. Et avant ce débat, je vous propose de faire un point en images avec Mathieu Boisseau de France Télévisions. Ça part dans votre sens. Les délinquants ont surgi à la nuit tombée, fidèles à leurs habitudes. Certains en combinaison blanche pour ne pas être identifiés. Ils viennent d'agresser des automobilistes hier soir. Nous suivons des policiers spécialisés dans les violences urbaines, la CRS 8, équipés de grenades lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense. En retour, ils reçoivent une pluie de pierres. Un fonctionnaire est touché. L'un des 9 policiers blessés. Après chaque attaque, la cinquantaine de malfaiteurs part se cacher dans la végétation. Ici, ce n'est pas la France, crie-t-il, comme une provocation. 4 heures d'affrontement, de nouvelles violences ce matin, 2 personnes interpellées, le quotidien toujours plus tendu de Mayotte. Malgré les contretemps des derniers jours, les autorités veulent poursuivre leur opération. Ce matin, première destruction de logements illégaux. Il ne s'agit pas d'un bidonville à proprement parler. 10 maisons seulement, la plupart en béton et certaines inoccupées. Mais le préfet est venu sur place. L'intervention n'est pas négligeable selon lui. Depuis 2 ans, on a démoli 2000 habitats insalubres dans l'île. Et alors on les démolit avec des opérations qui peuvent en faire 100, avec des opérations qui peuvent en faire 150. Mais pour arriver à 2000, il faut aussi des opérations qui en font 10. Une famille mahoraise qui avait construit des habitations sans autorisation proteste en vain. Un lycée sera bâti sur ce terrain du conseil départemental. Vous savez combien on a dépensé? Vous savez combien on a dépensé? Combien de temps on a occupé ce terrain? En cas de destruction d'un bidonville, les autorités affirment qu'elles proposent systématiquement un relogement de 6 mois, notamment dans des centres d'accueil, à toute personne en situation régulière. Mais pour l'instant, entre les recours en justice et les procédures juridiques qui ne sont pas terminées, aucun quartier ne peut être démantelé dans l'immédiat. Estelle Youssoufa, est-ce qu'elle est nécessaire, cette opération ?
Oui, cette opération, elle intervient à la demande des élus et de la population. J'aurais voulu que France 24 diffuse les images de l'immense manifestation qui a eu lieu tout à l'heure à Mayotte, qui a réuni plus d'1 millier de personnes, des citoyens comme vous et moi qui se sont massés pour chanter la Marseillaise et soutenir cette opération. Je pense que le narratif de dire que Wambouchou est un échec alors que le problème est extrêmement important, c'est pas en 48 heures que ça va se régler, ça c'est certain. Les débuts sont poussifs, mais on sait parfaitement que les opposants à l'expulsion des populations clandestines se sont mobilisés en masse, qu'elles utilisent Mayotte pour faire avancer le droit des étrangers. C'est 90% des affaires au tribunal. Là, c'est une escouade de 20 avocats arrivés de l'Hexagone qui sont venus pour prêter main forte aux étrangers. Et j'ai bon espoir que cette opération avance quand même. De toute façon, c'est une impérieuse nécessité parce que si les forces de l'ordre n'y arrivent pas, c'est la population qui va régler le problème et on va basculer dans la guerre. Mais on voit bien tout de même que c'est mal parti. Il y a à la fois eu donc cette décision du tribunal contre justement l'expulsion. On a encore vu aujourd'hui les Comores qui refusent rien de surprenant. La bateaux. présidente du tribunal fait partie du syndicat de la magistrature qui, il y a quelques semaines, avait dit qu'elle était contre l'opération. Donc, si vous voulez, on sait très bien qu'une partie... C'est tout à fait... En fait, si vous voulez, c'est quand même surprenant parce qu'on nous dit qu'à Mayotte, il n'y a pas de droit. Quand il y a un recours en justice, c'est tout de suite un échec. Enfin, je veux dire, tous les recours sont normaux et légaux. C'est la République et de toute façon, l'État fait appel, continue et ça ne va pas empêcher l'exécution des décisions de justice de 1, mais de 2, la mobilisation des forces de l'ordre, puisque le ministère de l'Intérieur a dit que ça prendrait le temps nécessaire, c'est-à-dire des mois. Yves Gégaud, cette opération a pour objectif d'expulser 300 étrangers en situation irrégulière par jour vers Anjouan, donc cette île des Comores qui est la plus proche de Mayotte. Et selon l'INSEE, Mayotte compte 310 000 habitants. Je parle, la moitié n'a pas... C'est faux, mais... Non non. Non, les chiffres de l'INSEE la moitié n'a pas la nationalité française. Les chiffres de l'INSEE sont complètement faux, ils sont contestés par les élus. Le préfet de Mayotte, lors de la pandémie Covid, le préfet Colombet, a distribué 450 000 masques en disant 1 par adulte. Donc, si vous voulez, on sait que les chiffres sont largement sous-estimés. Yves Gégaud, cette opération, est-ce qu'elle est nécessaire ? Oui, pour rebondir sur ce que est vient de dire indispensable. Les lois de la République doivent s'appliquer dans tous les départements français. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de réalité qui devrait faire que Mayotte soit une exception aux lois républicaines. Mais est-ce qu'elle sera efficace ? Alors, écoutez, comme l'a dit très justement la députée, ça se juge dans le temps. On ne va pas régler en 24 heures des problèmes qui sont lancinants depuis des lustres. Ce serait trop simple. Et si ça avait été si simple à régler, je pense qu'il y a beaucoup de gouvernements précédents qui aurait apporté des solutions. Donc c'est quelque chose de compliqué. Moi, je veux saluer le travail, à la fois la volonté du ministre de l'Intérieur, mais aussi du préfet Suquet, qui est en pointe sur cette affaire. C'est un travail de long terme. C'est un travail de réaffirmation des valeurs et des règles républicaines. Comme ça a été dit, la justice se prononce librement. On est sur un territoire où la justice se prononce librement, mais les lois de la République doivent s'appliquer dans un territoire qui, évidemment, est très traumatisé par le fait historique, par ce qui s'est passé il y a 50 ans, au moment où 3 îles ont choisi d'être indépendantes, et l'île de Mayotte a choisi avec vigueur, elle a réaffirmé chaque fois qu'elle a pu être française. Si j'entends bien cet après-midi, il y a encore je pense que le traumatisme, c'est pas le choix de rester français. Le traumatisme, c'est la violence qu'on subit tous les jours. Non, je parle du traumatisme historique qui existe. On va y reparler. Et aujourd'hui, sur ce traumatisme, se greffent des problèmes de violence, d'une immigration qui n'est pas maîtrisée, de personnes en situation irrégulière qui viennent semer le trouble et la violence dans une île. Il faut que la République fasse appliquer les lois de la République. Olivier Nicolas. Écoutez, pour répondre à votre question, l'opération se déroule et manifestement, elle connaît des ratés, cela a été dit, et probablement qu'on est là en train de traiter les conséquences, pas forcément les causes. On est là en train d'amplifier une politique qui est menée depuis longtemps. Les expulsions, je rappelle, c'est presque 25 000 par an. Et nous, l'appréciation que nous faisons, c'est que probablement, on est dans une opération un peu spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit les images, on voit ce que ça donne.
mais une opération dont on doute de l'efficacité parce qu'en plus, elle mélange beaucoup de choses. Elle traite le sujet par le prisme exclusivement sécuritaire. Il faut y répondre parce que, ça a été dit par la députée Estelle Youssoufa, la situation à Mayotte, elle se dégrade d'année en année, de mois en mois, et il y a dans la population quelque chose qu'il faut entendre, c'est une angoisse permanente, quotidienne, pour les jeunes, pour les adultes, dans toutes les circonstances. Il y a aujourd'hui à Mayotte presque chacun peut dire qu'il a été d'une manière ou d'une autre confronté à une agression. Donc oui, il faut répondre à ça. Et c'est incontestable. En revanche, ces mesures spectaculaires qui donnent le sentiment que par quelques coups de bulldozer, on va régler le problème, alors que dans les bidonvilles, on sait qu'il y a aussi des personnes en situation régulière. On sait qu'il y a aussi des Mahorais en situation très pauvre. Et puis on sait que quelque part, renvoyer les illégaux, les immigrés illégaux dans leur pays, fait aussitôt, il y a une opération de retour qui se fait en quelques jours, parfois en quelques semaines. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce qu'ainsi on va régler le problème dans la durée? Nous en doutons et nous comprenons aussi que cette opération puisse susciter le trouble, au moins dans le respect des principes d'humanité, parce que les lois sont les lois de la République doivent s'appliquer, mais l'humanité fait partie aussi de nos principes républicains et il faut tenir compte de cela. Abdelaziz Riziki Mohamed, vous qui êtes à Mayotte, est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Je vous entends parfaitement, madame. Est-ce que vous pouvez justement réagir sur ce qui a été dit? Est-ce qu'elle est nécessaire, cette opération? Est-ce qu'elle peut marcher, peut fonctionner? Au-delà de la nécessité, cette opération est vitale. Parce que nous qui vivons ici, nous n'avons plus de vie. Et il s'avère chaque jour que la violence vient de l'immigration clandestine. Quand on voit que les 12 coupeurs de route qui ont été jugés à Mayotte sont des immigrants clandestins, il faut s'interroger. Quand on voit que la plupart des dossiers qui sont traités au tribunal de Mayotte sont des dossiers qui concernent des immigrants clandestins, il faut se poser des questions. Et à ce niveau-là, il faut abandonner les idéologies parce que ce n'est plus une question d'idéologie, c'est une question de vie ou de mort sur un territoire français où vivent des Français et des étrangers comme nous. Il est vraiment impératif d'abandonner la problématique idéologique telle qu'on l'entend, d'abandonner le droit de l'homisme et penser à la population mahoraise qui souffre, qui est interdite de vie actuellement, et là je pèse mes mots, parce que nous ne pouvons plus sortir de nos maisons au-delà des 18 heures, nous ne pouvons rien faire parce qu'il y a des bandes organisées que tout le monde voit aujourd'hui habillées en blanc comme le Ku Klux Klan et qui a tendance à croire qu'elle a tous les droits parce qu'il y a des gens qui soutiennent ces mouvements-là. Merci. Quand on pense... Oui. Je vous fais réagir ensuite. Je fais réagir un peu les autres invités parce que je vous fais réagir ensuite. Estelle Youssoufa, peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit. Bon, on voit bien qu'il y a deux problèmes quand même. Il y a celui du respect des droits humains lors de l'évacuation donc des populations, s'il faut les reloger. Bien sûr, en fait, on s'engage à les reloger d'après Gérald Darmanin, mais ce n'est pas aussi simple, vous allez nous le dire ou pas. Et puis il y a ces Comores qui refoulent donc les différents bateaux, puisque l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'envoyer donc les clandestins dans ces bateaux, qu'ils aillent aux Comores. Or, pour l'instant, les Comoriens, le gouvernement ne souhaite pas récupérer ces bateaux, donc ils sont refoulés à Mayotte. Moi, je pense que sur le fond, d'abord, il faut quand même sortir de l'angélisme. L'humanité, Mayotte a accueilli, Mayotte a donné. Je rappelle quand même que tous les gouvernements successifs ont maintenu un visa qui est territorialisé, qui régularise à Mayotte et que personne sur le territoire national ne prend le fardeau de l'immigration comorienne. C'est Mayotte seule qui fait face à ça. Et aucun ici ne va dire il faut mettre fin, dans la classe politique à Paris, ne va dire il faut mettre fin au visa territorialisé. Personne ici ne dit on applique la circulaire Taubira pour prendre en charge les mineurs isolés. Les grandes leçons d'humanité, quand il y a la moitié de la population qui est étrangère, en grande partie en situation irrégulière, vous allez les donner aux Comores, mais vous ne venez pas à Mayotte nous expliquer comment on va gérer ça, de 1. De 2, je rappelle que les bidonvilles occupent les terrains qui sont censés être utilisés pour construire du logement. Donc à un moment,
les trucs hors sol, notre île fait 375 km², elle n'est pas extensible. On ne peut pas s'opposer aux bidonvilles qui sont insalubres et dangereux, qui sont des foyers pour la criminalité, en nous disant... Dans la même phrase, il faut que vous les relogiez et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on ne s'offre pas à Paris ou ailleurs pour les reloger. Parce que continuité territoriale pour l'humanité, il y en a pas. Mais continuité territoriale, excusez-moi, mais en fait continuité territoriale, parce que moi je veux bien, là il y a continuité territoriale pour l'argumentaire, mais il n'y a pas de migration illégale, c'est bien ça. Mais non, mais la loi c'est que le relogement n'est proposé qu'aux étrangers en situation régulière et aux Français. C'est vrai qu'effectivement, il faut être très précis. Les étrangers en situation irrégulière, tels que la loi, ont vocation à être expulsés. Et effectivement, là, on est dans le bras de fer avec les Comores et on revient au nœud du problème, la revendication des Comores sur Mayotte, qui instrumentalise ces flux migratoires pour une menace hybride, pour déstabiliser Mayotte. Ce qui a été dit dans votre reportage, vous entendez, Mayotte, c'est pas la France. C'est bien le cœur du problème. Ce sont des ressortissants qui viennent à Mayotte, mais qui refusent les lois de la République. On ne peut pas nous dire, je viens pour la France, mais je refuse les règles de la France, parce que c'est ce qui se passe à Mayotte. Yves Gégaud, pour rebondir justement sur le rôle des Comores, le fait, ils ont voté une résolution, donc il me semble que c'est avant-hier, disant qu'ils refusaient de recevoir cet afflux de migrants, qu'ils ne peuvent pas d'ailleurs les recevoir, qu'ils n'ont pas les moyens de les recevoir. Et on voit bien que les bateaux, pour l'instant, ne quittent pas Mayotte, ou lorsqu'ils quittent Mayotte, ce qui s'est passé au début de la semaine, ils reviennent. Donc, alors, quelle est la solution si on ne peut... C'est effectivement, c'est le cœur quand même du problème. Il y a ce qu'on peut dire, essayer de trouver comme solution à court terme, à moyen terme et à plus long terme, évidemment, sur ce sujet. Donc, à court terme, sans négociation avec les Comores... D'abord, je vais répondre à votre question. D'abord, il n'y a pas que des étrangers en situation irrégulière comoriennes qui sont à Mayotte. C'est la majorité, mais pas seulement. Le préfet disait récemment qu'il a renvoyé des gens dans le cadre de cette opération à Madagascar, qu'il a renvoyé des gens dans d'autres pays. Ils sont quand même essentiellement comoriens. C'est pas parce qu'ils sont essentiellement qu'ils sont exclusivement. Déjà, il faut poser ça. Deuxièmement, il y a une partie des migrants qui se débarrassent de leurs papiers en arrivant, qui font disparaître leurs papiers sur ce sujet. On connaît ce problème en métropole, on connaît ce problème sur l'île de Lampedusa et dans bien d'endroits où il y a des poussées migratoires, il y a des gens qui n'ont plus de papiers. Donc, effectivement, les Comores ont beau jeu de dire, mais pas forcément mon ressortissant, je ne le reconnais pas puisqu'il n'a pas forcément de papiers. Je ne me fais pas le porte-parole des Comores. J'essaye de poser sur la table un problème éminemment complexe. Mais est-ce qu'il n'y a pas une négociation? Et puis enfin, attendez, je ne vous ai pas interrompu. Donc je voudrais juste pouvoir terminer, si ça ne dérange personne, un bout de phrase sur ce sujet. Et troisièmement, sur cette question, effectivement, il y a une question liée aux Comores et liée aux discussions avec les Comores. Nous avons des moyens de pression. Nous avons apporté des financements aux Comores. Nous apportons des financements aux Comores. Il y a donc des moyens pour discuter de ces sujets-là. Alors pourquoi ça ne marche pas? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu assez d'anticipation sur cette affaire, sur ce jeu-là? Et est-ce que le jeu politique qu'évoquait très justement Madame la députée, qui consiste à faire une pression politique dans le cadre de cette revendication historique que j'évoquais tout à l'heure, s'empare aussi de ce dossier pour le rendre encore plus compliqué? Donc, à court terme, effectivement, je pense que c'est la pression, la discussion, la négociation, le bras de fer éventuellement avec le gouvernement des Comores qui apportera une partie de la solution, mais pas toute la solution. Et salut Soufa. Juste pour compléter, parce qu'en fait, les Comores ont signé un accord en 2019 pour laisser passer ces citoyens quand ils n'ont pas de papier. Je rappelle quand même que les Comores, grande démocratie, font un trafic de papier avec les Émirats arabes unis. Donc, juste quand même qu'on soit bien clair, la majorité des ressortissants comoriens n'ont pas de papier. Donc, en fait, il y a un accord entre la France et les Comores qui nous a coûté 150 millions d'euros pour que les Comores coopèrent pour l'immigration clandestine. Il y a des laissez-passer. Donc, en fait, on ne peut pas dire, oui, c'est un truc habituel où on jette ses papiers. Ce n'est pas du tout ça. Parce que les Comores connaissent parfaitement leur situation, ont monnayé le fait qu'elles envoient leur population et que là, effectivement, ça va se régler financièrement, ça va se régler avec des sanctions, comme on l'a déjà fait, parce que ce n'est pas la première fois que Moroni utilise ce levier-là. Ce sera geler les avoirs. Français qui va le faire, ça. Ben oui, ce sera geler les avoirs, ce sera geler les visas, ce sera sanctionner
ce gouvernement, parce que en fait, à un moment, mais évidemment, mais en fait, là, regardez la situation. Elle est quasi insurrectionnelle à Mayotte. On va continuer à nous dire qu'il faut de la diplomatie, il faut de la coopération avec un pays qui nous revendique. Est-ce qu'à un moment, on va accepter de considérer que quand on aide les Comores à se développer, ça fait 40 ans que ça dure, ce pays s'enfonce. Quand on dit on va l'aider, on va les financer pour lutter contre l'immigration clandestine augmente. Donc à un moment, est-ce qu'on peut se remettre en question à Paris et se dire en fait c'est pas possible, on va faire comme avec n'importe quel autre pays, on va utiliser nos leviers. Mais on a l'impression, pardonnez-moi madame, minuscule schtroumpf diplomatique qui fait chanter Paris très longtemps. Ah ben, à Paris on découvre, à Mayotte on connaît. À Paris on découvre, en tout cas. Nous on connaît nos voisins. Ça fait quelques siècles qu'on les connaît. Le problème il est ancien. Que ici on se réveille. Donc on peut le résoudre comme ça en quelques semaines. Alors, non, c'est absolument ce que j'ai dit, madame. Olivier Nicolas, est-ce que vous pouvez répondre? Je ne sais pas réagir, si la vision que vous aviez de vos voisins depuis quelques siècles est très juste, parce que je rappelle quand même qu'il y avait une unité des 4 îles avant le référendum de 1974. Donc je pense qu'il ne faut pas... Monsieur Gégaud, vous n'allez pas réécrire l'histoire tout de suite. On va laisser les autres. Je ne réécris pas l'histoire, j'essaie juste de la poser sur la table, ce que vous voulez sembler balayer. Il existe une histoire, on ne peut pas la nier. Monsieur Gégaud, l'histoire, c'est qu'en fait, il y a eu des sultans batailleurs avant la présence française en 1841, que l'administration commune avec les Comores, les autres îles des Comores, ça n'a duré que pendant quelques décennies. Madame Donc faire alimenter cette idée qu'on était ensemble, c'est faux. On va revenir sur l'historique. Juste, je voudrais faire réagir tout de même Olivier Nicolas sur donc ce dont on parlait, c'est-à-dire la réaction des Comores qui refusent de recevoir les bateaux et à quel point ça peut rendre effectivement inextricable cette volonté justement de la France d'aller au bout de cette mesure. Alors, Olivier Nicolas. Oui. J'entends qu'on ne veut ni leçon d'histoire, ni leçon de droits de l'homme. Et pourtant, dans cette affaire, l'histoire est importante, la diplomatie est importante. Madame Youssoufa, qui approuve l'opération, et je peux comprendre encore une fois son indignation et sa volonté qu'on agisse pour Mayotte. Pendant trop longtemps, ce gouvernement s'est désintéressé de Mayotte. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une volonté d'affichage et malheureusement, nous craignons que ce ne soit que ça. Parce qu'en réalité, on nous a parlé d'une opération qui a été préparée. Et Madame Youssoufa le dit elle-même, quelque part. Cette opération a été mal préparée parce que régler la question, essayer de régler une question en aval alors qu'on sait qu'il y a des causes profondes à cette situation-là, ça n'est pas possible. Alors si ce gouvernement aujourd'hui est en difficulté dans la mesure qu'il prend à travers cette opération Wambushu, il est aussi dans sa gestion diplomatique de l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, les Comores ne sont pas une démocratie, donc c'est déjà très compliqué de négocier avec un pays comme cela. Les Comores ont quelque part un intérêt à la déstabilisation, cela a été dit et c'est réel. Et pourtant, si on veut une politique cohérente, globale, bien préparé, il faut justement que toutes ces questions-là soient traitées dans le même temps, parce que sinon, on aura effectivement un flux d'expulsions qui vont se dérouler. On va augmenter, on va faire du chiffre, comme on fait depuis plusieurs années, et on a l'image du tonneau des Danaïdes, et en réalité, c'est cela. Et nous craignons, au Parti socialiste, qu'il y ait cette tentation-là de sacrifier le moyen et le long terme pour des objectifs de court terme. Et encore une fois, Mayotte ne doit pas connaître pour une énième fois des lendemains qui déchantent. Il faut une politique coordonnée et qui soit cohérente, aussi bien du point de vue diplomatique, aussi bien du point de vue, et je terminerai là, du point de vue sécuritaire, mais aussi au niveau des droits sociaux. Ce territoire, aujourd'hui, on aurait aimé voir une telle mobilisation des moyens d'État. Nous l'avons espéré, nous avons essayé de le faire au moment entre 2012 et 2015. Ça a été un combat pour obtenir des moyens suffisants pour que Mayotte réussisse sa départementalisation. Eh bien, on aimerait une mobilisation pour l'accès à l'eau, pour le logement, pour toutes ces questions importantes, pour les services publics. Et malheureusement, aujourd'hui, Mayotte est laissée à l'abandon depuis trop longtemps. Abdelaziz, je vous fais réagir ensuite. Abdelaziz Riziki Mohamed, vous qui êtes sur place et qui êtes comorien, les relations avec le Comore, donc avec les Comores, ont toujours été biaisées. En tout cas, les Comores, pour refaire un peu d'histoire, n'ont jamais reconnu la souveraineté française. C'est tout à fait difficile à comprendre parce que la France est à Mayotte depuis 1841 à demande de Mayotte. La présence française à Mayotte n'a jamais été remise en cause par les Mahorais. Et en plus, les Mahorais ont demandé la présence française sur leur île
pour se prémunir contre un joueur à côté qui est habitué à faire des exactions ici. Le problème qui est à Mayotte aujourd'hui est une tragédie et on ne comprendra jamais cette tragédie tant qu'on ne sait pas qu'entre les Comoriens des trois îles, il y a une haine profonde, il n'y a personne qui veut vivre avec les habitants de l'île et partout où nous sommes, nous les Comoriens, dans l'environnement de l'océan Indien, nous causons des problèmes. Nous avons commencé par Zanzibar au début des années 60, en 1976 ça a été à Madagascar et ça s'est terminé par des tragédies parce que nous allons chez les gens et nous voulons nous imposer comme étant les seigneurs de ces terres-là. Ça ne passe pas, ces problèmes-là. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut aller vivre avec les gens. Nous n'arrivons pas à vivre avec nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à vivre avec les autres et nous voulons imposer nos conditions aux personnes qui nous hébergent chez elles plutôt. Donc ça, c'est une façon très difficile de vivre avec les gens. Nous venons ici à Mayotte, nous voulons imposer nos lois. Ce n'est pas possible. On vous a entendu, Abdelaziz. Je vais réagir, Yves Gégaud, pour revenir justement un peu sur l'histoire de Mayotte. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu un référendum, que la France a été condamnée. Attendez, je fais d'abord réagir Yves Gégaud et je vous fais réagir ensuite. Promis, référendum, c'était les Comores donc, qui ne l'ont jamais reconnu, l'ONU non plus, puisque l'ONU a même condamné la France sur cette histoire de référendum. Donc, il y a quelque chose à l'origine qui est quand même compliqué à gérer, Yves Gégaud. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas enlever le facteur historique. Il n'excuse pas tout, il ne règle pas tout, mais ça compte et ça amplifie la problématique. J'entendais tout à l'heure le représentant du Parti socialiste. Enfin, pardon monsieur, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Enfin, vous êtes dans un discours qu'on a entendu pendant des lustres, qui n'a jamais rien réglé sur ce sujet, qui est à la fois de dire il faut être ferme, mais il faut être doux, il faut bien traiter les Comores, il faut maltraiter les Comores. Enfin, moi, je ne comprends rien. Moi, je suis persuadé que c'est un nœud gordien qui s'est noué sur ce sujet. Le dénouer va être long et compliqué. Il n'est pas vrai de dire que c'est une opération spectaculaire et qu'on ne faisait rien avant. Si vous avez entendu tout à l'heure le préfet, il vous a dit que depuis 2 ans, il y a eu 2000 habitations qui ont été détruites. Et oui, mais à l'époque où ça n'était pas spectaculaire, le Parti socialiste disait qu'il ne se passait rien. Donc, quand c'est spectaculaire, vous critiquez en disant c'est trop spectaculaire, et quand que c'est fait de façon au fil de l'eau, vous dites il ne se passe rien sur ce sujet. Mais bref, la politique, quand elle s'empare, parisienne et nationale, quand elle s'empare de ce sujet-là, elle est assez malvenue. Ce que moi je veux vous dire, c'est juste une conviction, et après naturellement, Madame la députée donnera son sentiment, mais moi j'ai juste une conviction, c'est que la porte de sortie à moyen terme, c'est le développement économique de toute la zone. Pas seulement des Comores, pas seulement de Mayotte, c'est le développement économique autour du canal du Mozambique. C'est un grand projet européen d'économie autour de ce secteur pour amener de l'activité, pour amener de l'emploi. Alors, monsieur le ministre. Oui, je suis resté 15 mois. Ça ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour le faire. Si j'étais resté plus longtemps, je vous promets que j'aurais plaidé pour cette grande union économique sur le secteur pour arriver à faire du développement. Parce que quand on vit à Mayotte ou quand on va à Mayotte et qu'on s'aperçoit que les fruits et légumes viennent de Rungis, on se dit qu'il y a un petit problème de production. En fait, à un moment, là, on écoute les socialistes et un ancien ministre. Je rappelle que ils avaient tout le loisir de développer socialement, d'amener de l'eau courante, d'amener une piste longue, de construire des routes à Mayotte. Donc écoutez, les uns et les autres faire comme s'ils n'avaient pas été aux affaires et qu'ils n'étaient pas les artisans du merdier dans lequel on est. Du merdier, monsieur Gégaud, je ne vous ai pas interrompu. J'ai même porté le référendum pour la départementalisation. Oui, et dans le référendum de la départementalisation, il y a une petite astérix pour dire il y aura coopération avec les Comores. C'est-à-dire que vous, comme les présidents de la République ont essayé de faire saute-mouton. Vous allez me laisser terminer ma phrase, monsieur, sans m'interrompre, parce que vous aurez cette courtoisie. Et même si vous êtes dans votre tort, parce qu'au fond, vous avez bien raison de souligner que les présidents successifs ont voulu faire saute-mouton sur la question de la revendication comorienne et qu'aujourd'hui, c'est bas les masques. Donc moi, je veux bien entendre les uns et les autres, de gauche comme de droite, aller se renvoyer la balle. Le fait est que tous sont les artisans du merdier dans lequel nous, on est dedans
et c'est en train de tuer cette île. Donc à un moment, oui, le fond du sujet, il est diplomatique, et que tant que le Quai d'Orsay cessera de continuer à ignorer le sujet, on n'avancera pas, parce qu'aujourd'hui, les Comores n'ont pas obtenu gain de cause à l'ONU. Total, elles envoient leur population, ça fait 10 ans que ça dure. Et c'était gauche-droite, et même en même temps maintenant. Donc à un moment, quand on nous dit c'est inextricable, c'est pas gérable, c'est un droit humain, Monsieur Gégaud, laissez-moi terminer ma phrase. Je dis simplement que les uns et les autres oublient qu'il y a continuité territoriale, que l'Hexagone peut faire sa part et prendre une partie des migrants, parce que c'est bien simple de nous dire qu'on n'a pas de continuité territoriale quand il s'agit de faire face aux difficultés. Par contre, l'égalité au niveau fiscal, il n'y a aucun problème. Quand il s'agit de permettre aux Mahoraises et aux Mahorais de contribuer à la richesse nationale, il n'y a aucun problème. Pour les problèmes, on est seuls face à cette crise. Et donc, oui, effectivement, le sujet, il est diplomatique. Et sur le fond, c'est que notre État se batte pour faire reconnaître Mayotte française, point. Arrêtez de dire qu'il faut faire de la coopération avec quelqu'un qui vous colonise. Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous expliquiez à l'Alsace et la Lorraine qu'il faut coopérer avec les Allemands. Mais écoutez, on a la moitié de la population qui est comorienne en moins de 10 ans. Si ce n'est pas de la colonisation, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez une revendication, un pays voisin qui dit « ma population est chez elle » et qui refuse de la reprendre et qui en plus fait un chantage migratoire. Ça s'appelle une menace hybride selon l'Union européenne et l'OTAN. Yves, vous répondez, ensuite je ferai réagir Olivier Non, Nicolas. mais je comprends la colère de la députée. D'ailleurs, la preuve même de ce qui vient d'être dit par Madame la députée, c'est au fond une grande partie de la difficulté de ce territoire. Et moi, je ne lui reproche pas, je comprends parfaitement. Et c'est une situation d'exaspération qui est sur place. Une fois qu'on essaye de regarder les choses, je pense que le développement économique de toute la zone, et pas seulement des Comores, et pas seulement de Madagascar, pas seulement de Mayotte, mais de toute la zone du canal du Mozambique, c'est une grande ambition qu'il faut avoir. Ça ne suffira pas à régler et que vous n'avez pas pu les questions à court terme. Écoutez, j'ai été ministre 15 mois. Si j'avais pu régler tous les problèmes des Outre-mer en 15 mois, on m'aurait élevé une statue sur ce sujet-là. Ce que je veux dire, et que je prends ma part de responsabilité, comme tous ceux qui ont gouverné. Vous parliez de la piste longue, j'avais lancé les projets, les études devaient commencer. Le gouvernement de François Hollande, par un lien avec les écologistes, l'a interrompu. Ça fait 30 ans d'études. La piste longue, elle devrait être là si j'étais resté. Malheureusement, le Parti socialiste n'en a pas voulu. Donc, juste pour terminer sur cette question, il ne faut pas non plus, j'entends bien, les Comoriens, c'est aussi des gens qui sont respectables, pas ceux qui cassent et pas ceux qui viennent vouloir mettre à mort la population. Mais j'ai entendu tout à l'heure, pas dans votre bouche, mais j'ai entendu tout à l'heure dire des choses sur les Comoriens. Je rappelle aussi qu'en métropole, nous avons une grande communauté comorienne, notamment à Marseille, puisqu'on dit que la plus grande ville des Comores, ce serait Marseille, et qu'il ne faut pas aussi expliquer que les Comoriens seraient tous des monstres. Il y a des délinquants, il y a des gens qui doivent être punis des lois de la République quand ils ne respectent pas les lois, mais il y a aussi du respect à avoir pour les Comoriens, y compris les Comoriens qui vivent en métropole et qui ne sont pas assignés à résidence. Donc je pense qu'il faut ramener un petit peu, mais je comprends à votre excès, Madame la députée, parce que ce n'est pas un excès, c'est vous remettre les pendules à l'heure parce que vous êtes votre volonté de remettre les pendules à l'heure. Je ne vais pas me faire expliquer ici mes convictions ni me les faire pardonner par quelqu'un qui est en cause dans ce qu'il se passe. Les Comoriens, en grande majorité, qui sont à Marseille, sont les premiers qui sont en train de contester Mayotte française. C'est-à-dire qu'on est au cœur de l'hypocrisie. Mais ne dites pas que les Comoriens ne sont pas en métropole. Ne dites pas que les Comoriens ne sont pas en métropole. Je ne sais pas. Pardonnez-moi, Olivier Nicolas, une réaction à ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît. Alors, je ne veux pas rentrer dans une polémique politicienne. Gégaud veut me faire porter tout ce que le Parti socialiste a fait, et lui ne veut porter que les 15 mois où il a été ministre. Écoutez, moi, je n'ai pas été ministre. J'ai essayé de faire mon travail. Ça viendra. Non, ce n'est pas mon objectif, vraiment pas. En revanche, je suis des Outre-mer. Et ce que vit Mayotte aujourd'hui, dans des proportions extrêmes, c'est aussi des choses que d'autres territoires ultramarins vivent. Et nous avons, de ce point de vue-là, tous une responsabilité collective. Tous les gouvernements qui se sont succédés se sont cassés les dents quelque part sur l'amélioration du niveau de vie, sur la justice sociale, sur les services publics et sur toute une série de problématiques liées notamment aux environnements diplomatiques. Alors oui, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir... Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de dessiner la politique cohérente et globale qu'on veut mener ? Ce que nous disons simplement là,
Peut-être que nous avons tous échoué, mais ce gouvernement-là ne va pas réussir davantage parce qu'il fait un choix, et un choix exclusivement répressif aujourd'hui. Estelle Youssoufa, même si elle veut tous nous renvoyer dos à dos, elle doit reconnaître, et elle le reconnaît d'ailleurs, que du point de vue diplomatique, nous ne faisons pas le travail que la France devrait faire. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il faut encore une fois se dire que la responsabilité collective, elle est aussi à Mayotte, elle est aussi dans ceux qui ont dirigé Mayotte. Ils sont aussi des élus locaux. Estelle Youssoufa est parlementaire, elle n'a pas encore été maire à ma connaissance, elle n'a pas encore été présidente du conseil départemental. Eh bien, c'est là aussi qu'il y a des responsabilités, et je suis bien placé parce que je suis dans les Outre-mer pour savoir que ce n'est pas facile de se battre, que ce soit au sein d'un gouvernement pour avoir des crédits, pour avoir une écoute sur les Outre-mer, et ça n'est pas facile non plus quand on est élu local de se faire entendre. Pour autant, il y a des principes sur lesquels il ne faut pas déroger. L'humanité, c'est un principe qui doit s'appliquer. Si aujourd'hui on se dit les démocraties sont faibles pour faire face à ce type de situation, eh bien la solution n'est certainement pas de ne plus être une démocratie, de ne plus être une république qui respecte les principes élémentaires d'humanité. Et c'est justement à partir de ces principes-là qu'on doit bâtir, je répète, une politique cohérente. Et je préférerais, par exemple, qu'on mette sur la table la question des visas territorialisés plutôt que d'aller expérimenter juste pour Mayotte, comme c'est proposé régulièrement par la droite, mais j'entends aussi par d'autres, une exception au droit du sol dans certains territoires ultramarins, que ce soit Mayotte ou que ce soit la Guyane. Je dis attention parce que là aussi, ce sont des portes ouvertes et que dans l'Hexagone, un certain nombre de forces politiques n'attendent que ça pour que nous les ouvrions à leur place. Estelle Youssoufa, juste sur ces visas territorialisés, c'est une question intéressante. Votre réaction, je voudrais juste dire non, mais en fait, c'est très important. Pardonnez-moi, ces migrants comoriens, ils sont quand même installés dans des quartiers insalubres, on les a vus. Les mineurs sont scolarisés, il faut aussi le préciser, et ils font partie d'une économie informelle à Mayotte. Une économie illégale. Non, oui, informelle, c'est des périphrases. Non, c'est des périphrases, parce qu'en fait, donc quand vous êtes en question de visa à mettre sur la table, comme vient de le dire justement Olivier Nicolas. Quand vous êtes avec un gouvernement étranger qui s'oppose à une opération de maintien de l'ordre et de lutte contre l'insalubrité dans un territoire français, ça s'appelle de l'ingérence. Et en fait, toutes les petites politiques aériennes là sont à l'exemple du problème. Le fond du sujet, il est extrêmement grave. On a un territoire français habité qui est revendiqué par un voisin. Ça fait 40 ans que ça dure. Et notre diplomatie ne fait pas le travail. Ça, c'est simple, c'est clair et net. Et sur le fond, le visa territorialisé auquel vous faites allusion, il est tout à fait évident que c'est un verrou qui permet à l'Hexagone de ne pas faire face au sujet des Comores, mais par contre qui induit une cohabitation forcée avec des personnes qui ne reconnaissent pas Mayotte française et qui sont contre la République. Et c'est pour ça que, sur le fond, évidemment, dans le fond du sujet, c'est est-ce que la France va se battre pour gagner, pour garder et maintenir non seulement le respect du choix des Mahoraises et des Mahorais, parce qu'on a voté à de nombreuses reprises pour rester français, mais surtout, c'est une volonté donc de la France de le faire. Est-ce qu'on va rester dans l'océan Indien, dans le canal du Mozambique, où recèlent les plus grosses réserves de gaz, qui seront critiques pour la sécurité énergétique de l'Europe? Est-ce qu'on va se battre pour respecter? Parce que si on refuse, allons-y, parce qu'en fait, là, on est en train de tourner autour du pot. Le fond du sujet, c'est qu'une partie des gens à Paris se disent « il faut larguer Mayotte, ça sert à rien, c'est inextricable, etc. » Non, mais parce que là, on va arrêter les périphrases. Et donc là, je dis très bien, on ouvre la boîte de Pandore pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Corse, pour la lutte, ça détruit complètement la position de la France au niveau européen contre les régionalismes, pour l'Écosse ou la Catalogne. C'est-à-dire qu'il faut comprendre en fait que ce qu'il se passe à Mayotte nous concerne tous et que la question de travailler sur la question des visas territorialisés, nous on demande non seulement qu'on protège notre bras de mer entre Mayotte et les Comores, parce qu'en fait une frontière à la base se défend et que ce serait normal de faire appel à la Frontex et de faire appel à l'aide européenne. Abdelaziz Riziki Mohamed, qui est donc à Mayotte. Un mot peut-être justement sur ce que vient de dire Madame la députée. Effectivement, à Paris, on entend aussi ceux qui disent pourquoi est-ce qu'on reste français finalement? Est-ce qu'on a besoin d'être présent? Ce petit territoire, on a la Réunion, on entend aussi ce discours. Attendez, je vous fais juste, c'est parce qu'il n'est pas parlé du tout. Allez-y, Abdelaziz. Je suis trop bavard. Je vous fais réagir ensuite. Mayotte est le département français ayant d'outre-mer, et parfois même au niveau national, qui a manifesté une fidélité totale, indéfectible à la République de manière durable.
même le président Chirac l'a dit, Mayotte n'a jamais été prise en défaut de patriotisme envers la France. Mayotte souffre. Vous, à Paris, abandonnez un peu les débats idéologiques et pensez à ce qui se passe ici de manière terre à terre. Les Mahorais souffrent. Les Mahorais ont besoin de France et pas de débat idéologique. Je vous dis une chose, actuellement, on est en train de culpabiliser les Mahorais qui sont quand même les victimes. Et les propos qui ont été tenus, par exemple, par Mme Voynet, en disant que les Mahorais sont aussi des coupables et tout ça, ces propos sont très mal passés ici. Et les gens sont furieux et prennent conscience d'un seul coup, se disant d'un seul coup, est-ce qu'on n'est pas en train de nous larguer? Est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer de nous? Merci Abdelaziz. Je fais Abdelaziz Rizi, Mohamed, je fais réagir Yves Gégaud parce qu'on va arriver bientôt à la fin. Je voudrais donner très en phase avec ce que disait Madame la députée, et parce que je l'ai beaucoup entendu puisque j'ai été le ministre qui a porté le référendum sur la départementalisation, et j'ai eu beaucoup de débats ici en métropole ou à Paris de gens qui me disaient mais c'est quoi? Il faut les larguer, il faut s'en débarrasser, comme si Mayotte n'était pas un département français comme la Creuse, comme la Lozère, comme d'autres départements français, tout aussi honorables, tout aussi utile à la République, et dans le giron... Mais la République était encore une fois... Attendez, je termine. Dans le giron républicain depuis beaucoup plus longtemps que certains départements comme la Savoie ou d'autres. Donc je pense qu'il faut clore ce débat. Mayotte, c'est la France par l'histoire, c'est la France par la volonté des Mahorais, et qu'il faut mettre fin à ce débat, qu'il faut effectivement, comme ça a été dit, et c'est pour moi le levier essentiel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur la sécurité, mais le levier d'avenir qu'on n'a jamais employé, c'est qu'il faut travailler sur le développement économique de la zone. C'est que quand vous êtes à Mayotte, vous êtes à 2 heures de l'Afrique du Sud, vous êtes en face du Mozambique, vous êtes à 1 heure de la Tanzanie, vous êtes à 2 heures du Kenya, tous ces grands pôles de développement de l'Afrique de l'Est, qui a un développement formidable à avoir sur ce secteur, et que cette union économique, ce développement économique qui nécessite des liaisons aériennes, qui nécessite un droit partagé, je préside il faut une vraie volonté politique. Il faut une vision politique nationale, il faut une vision politique européenne. Il faut effectivement avoir une fermeté diplomatique, et je rejoins ce qui a été dit ici, et il faut démontrer à nos compatriotes du 101e département français, qui font pleinement partie de l'ensemble français et de l'ensemble européen, qu'ils ont leur place et qu'on va faire du développement, et que c'est par l'emploi qu'on réglera ce problème et qu'on irriguera sur toute la zone. Alors évidemment, c'est des politiques à long terme, mais si il y a 30 ou 40 ans, on avait engagé ces politiques, aujourd'hui, on en toucherait les fruits. Et ben voilà. Moi, je pense que sur le fond, il faut quand même comprendre que cette opération, effectivement, c'est bas les masques. On voit les grandes lâchetés, on voit les lignes qui ne bougent pas malgré le réel. Hein. On peut mourir et littéralement, on crève la gueule ouverte à Mayotte. Tout le monde s'en fout. Et que là, tout le monde se réveille parce qu'il faut régler ses comptes avec le ministre Darmanin et le président Macron. On n'est pas sourd au contexte, on n'est pas aveugle au contexte national, quand même. De un. De deux, quand vous voyez la diplomatie russe qui investit le sujet de Mayotte et qui, là, récemment, a proposé son aide pour prendre le contrôle de Mayotte, moi, je suis convaincue que quand je dis bas les masques, ça va être bas les masques pour tout le monde. Parce que Paris va subitement se réveiller, pas simplement par intérêt pour nous. Donc nos compatriotes, ils ne vont pas se réveiller pour leurs compatriotes, ils vont se réveiller, le quai va se réveiller, vous avez raison, le quai va se réveiller, pas pour ses compatriotes, mais parce qu'en fait, cette position stratégique de Mayotte dans le canal de Mozambique, quand elle est menacée par la Russie et la Chine via les Comores, là, tout de suite, on va nous défendre. Et moi, je vous dis, effectivement, que nous, on vive un enfer, visiblement qu'on n'ait pas d'eau, qu'on n'ait pas d'égalité sociale, là, il n'y a pas de grand débat. Quand il s'agit d'aller torpiller une opération du ministère de l'Intérieur, quand il s'agit de mettre fin à un trafic humain qui est monstrueux, parce que quand on dit qu'il faut laisser cette circulation des étrangers à Mayotte, on alimente l'appel d'air, on alimente le trafic humain, on alimente des gens qui prennent le bateau pour aller risquer la mort, et bien là, il n'y a personne, et il n'y a pas de droits humains pour nous, Mahoraises et Mahorais. Olivier Nicolas. Renvoyer tout le monde dos à dos, c'est une posture politicienne aussi. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose. La France, si elle n'avait pas ses outre-mer au sens large, on parle de Mayotte, mais il y a bien d'autres territoires où je redis qu'il y a des difficultés, où on se bat tous les jours en politique, en élu local, pour essayer d'améliorer des situations. La France, sans ses outre-mer, serait une puissance, tout ce qu'il y a de plus moyenne. Parce qu'en réalité, c'est l'outre-mer aujourd'hui qui donne sa force, sa puissance, son rayonnement à la France. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la France a une ambition pour ses outre-mer. Ça fait longtemps
que malheureusement, nous n'avons pas une vision de ce que les Outre-mer apportent à la France. Et du coup, on a effectivement, et là-dessus je rejoins Madame Youssoufa, on ne met pas les moyens qu'il faut pour exister en tant que grande puissance maritime, en tant que grande puissance géopolitique. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu qui est posé. C'est l'enjeu à travers tout ce qui se passe. Et bien sûr, on parle d'une opération qui pose problème. Mais au-delà de tout ça, c'est quelles sont les ambitions que la France nourrit, que l'État français nourrit pour ces territoires. Est-ce qu'il veut en faire un levier de puissance stratégique, un levier d'épanouissement pour ces populations locales? C'est tout le défi qui est devant nous. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que un certain nombre de responsables aujourd'hui en prennent la mesure. On sort de la période où on se disait tout ça c'est loin, tout ça n'a pas d'importance, tout ça ce sont des enjeux qui nous dépassent. Je reprendrai la phrase de Raymond Cartier quand il disait « la Corrèze avant le Zambèze ». Aujourd'hui, la France doit s'assumer comme une puissance maritime grâce à ses outre-mer et elle doit y mettre les moyens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Olivier Nicolas, Abdelaziz Riziki Mohamed, merci d'avoir été avec nous en direct de Mayotte. Merci Yves Gégaud d'avoir participé à ce débat et merci à vous Estelle Youssoufa. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.